L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, mai 2026. Au programme ce mois-ci, le panaché de 10 interviews de la série Quartier populaire 2025, interviews d'habitants de la Rennerie, 58 minutes de témoignages. Parle avec elle Présente Quartier populaire en 2025. Des interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rennerie. Pour tout le monde. Comment tu vis la transition du quartier ? Comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rennerie ? Bon, après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Bonjour, moi je m'appelle Kadaada, donc j'habite à la Rennerie depuis 1974. Cela fait plus de 50 ans que je vis ici. J'ai vu le quartier naître, changer, grandir, traverser des hauts et des bas, et surtout rester vivant malgré tout. La Rennerie, c'est une partie de mon histoire, et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. C'est un quartier qui était, cosmopolite, on va dire, parce que dans les années 74-77, c'était des grands bâtiments avec beaucoup de populations étrangères. On avait des Italiens, on avait des Espagnols, des Portugais. C'était convivial, donc on vivait ensemble. On partageait certaines coutumes entre nous. On le vivait très bien, il y avait de l'entraide entre nous. Il faisait bon vivre, on vivait très bien. On était dans les écoles qui existent toujours. Personnellement, j'étais à l'école maternelle Daniel Fauché. J'ai suivi ma scolarité en primaire et aussi au collège, qui était à l'époque collège Pabadiou, mais collège La Rennerie, ça s'appelait, un grand collège où il y avait plus de 800 élèves par rapport à ce qui était aujourd'hui où c'est descendu jusqu'à 300 élèves. Certes, on a passé des moments très très agréables où vraiment le quartier était, on avait un lac, on a toujours ce lac-là formidable qui était très très beau, où on se retrouvait tous ensemble après les sorties d'école. Où on jouait entre nous, aux gendarmes, aux voleurs, on faisait de la voile, on faisait un peu de... On pouvait même s'y baigner, dans cette époque-là, je m'en rappelle. Après, c'est vrai que, il y a eu quand même des difficultés dans le quartier, malgré tout ça, parce que vers les années 80, 85, c'est là où ça a commencé un petit peu la dégradation qui ont commencé dans le quartier. On était quand même pas mal de chômeurs, l'emploi était très, 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 très peu. Il y avait beaucoup de demandeurs d'emploi, mais... on était toujours solidaires entre nous et que on était toujours ensemble et chaque fois qu'une personne était dans le besoin, on était toujours là. Il y avait toujours cet aspect de solidarité. En 1962, c'est le projet proposé par l'équipe d'architectes Candilis Josic Woods qui est retenu. Pour l'époque, un projet révolutionnaire qui prévoyait un maximum de voies piétonnes, le respect des parcs existants et le mélange des lieux d'habitation avec les lieux de travail. Le Mirail devait alors accueillir 100 000 personnes réparties en 3 quartiers, la Faculté, la Rennerie et Bellefontaine. En fait, tout le projet reposait sur un double pari. 1. Diminuer au maximum les déplacements des habitants en réunissant sur place logement, services et travail. 2. Réussir à recréer la communication entre les gens grâce notamment aux voies piétonnes, aux coursives et aux équipements sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, en 1982, ce double pari est un échec. Le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour. C'était des moments, les années 80, moi je dis les années 80, c'était des années où c'était un petit peu dur. Quand je dis dur, c'était pas dur où il y a de l'agressivité, non. C'était dur le vivre ensemble, c'est-à-dire que c'est vrai que l'emploi, c'était compliqué pour trouver un emploi. Après, il faut pas cacher que ça a changé aujourd'hui, je trouve que ça a changé. C'est vrai que l'emploi était très 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 compliqué pour des personnes qui étaient étrangères, faut le savoir. Ça existait, c'était compliqué. On était dans un domaine où quand on allait chercher de l'emploi,
forcément, il y avait toujours cet aspect qui était très compliqué, donc par rapport à la personne qui venait, qui était demandeur d'emploi. Aujourd'hui, il y a le travail qui a été fait quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, hein. Peut-être qu'il reste des petits cas minimes, mais c'est plus le cas comme on a connu à l'époque. Voilà, okay. Donc faut le savoir. Au vu de la transition actuelle, je trouve que par rapport à ce qu'on a vécu, on a vécu des années, ces années-là formidables, avec franchement des bâtiments, des espaces verts qui étaient super aussi. La transition aujourd'hui, vu que normalement le renouvellement, moi je trouve que le renouvellement il faut le faire dans un quartier, il faut jamais le laisser, il faut toujours rénover un petit peu le quartier, et qu'il y a des choses malheureusement qui nous font mal au corps, mais eh ben oui, mais le monde change, le progrès, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions dans le quartier, et éventuellement qu'il faut faire des rénovations, qu'il faut trouver des retouches qui fait que on peut avoir d'autres personnes qui veulent vivre et retrouver cette mixité éventuellement, parce que c'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale, qu'on a du mal à retrouver. Donc je trouve que pour qu'on ait cette mixité, le renouvellement dans le quartier, essayer de refaire vivre le quartier d'une manière beaucoup plus conviviale, de faire revenir certaines personnes habiter dans le quartier, c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a besoin de faire des rénovations éventuellement, et trouver des solutions pour qu'on puisse avoir cette fameuse mixité. Moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas la transition, c'est le vivre ensemble aujourd'hui qui est très compliqué aujourd'hui, parce qu'on se retrouve, alors je ne sais pas si c'est depuis le Covid, parce que le Covid a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal, et qu'aujourd'hui on se retrouve, on n'a plus cet aspect convivial où le week-end on se retrouvait tous ensemble, où c'est très compliqué, chacun est cloisonné dans son espace, et éventuellement c'est des choses qu'il faut travailler pour qu'on puisse retrouver cette ambiance qu'on avait. Mais on a besoin dans les quartiers de vivre tous ensemble et avec des personnes différentes de nous, et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend les cultures de chacun, et de s'instruire là-dessus, ça c'est quelque chose de parce que quand on vit avec une seule communauté dans un quartier, c'est pas très productif, moi je dis, parce que oui, on se connaît, c'est très bien, mais on a besoin de savoir, de connaître autre chose, de voir autre chose, de vivre avec d'autres personnes, voilà, et en se respectant mutuellement, quoi. Voilà, tout simplement. La misère au Mirail, quel visage ça a ici ? La misère, c'est la misère de façon traditionnelle, c'est-à-dire c'est les difficultés financières d'abord, et donc des problèmes alimentaires, donc des problèmes d'insalubrité dans les appartements qui sont pourtant dans les immeubles récents, et puis c'est aussi la misère morale, la misère culturelle. Et pour cause, la plupart des habitants du Mirail sont des déracinés. Qu'ils viennent d'Algérie ou de l'Ariège, le problème est le même. Personne ne peut se retrouver dans le béton. Et vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez partir. Oui. Et pourquoi ? Parce que c'est trop sale. Et encore, cette femme est polie. Certains immeubles sont plus que sales. Alors, à qui la faute ? S'il est vrai que les habitants ont une part de responsabilité dans cet état de fait, les véritables responsables restent les 3 sociétés d'HLM. Leur politique est simple, c'est celle de la carotte et du bâton. Ceux qui payent régulièrement leur loyer sont mis dans des immeubles bien entretenus, les autres sont entassés dans les bâtiments délabrés comme celui de Varèse. J'y suis né dans ce quartier, donc c'est quelque chose que pour rien au monde je quitterai, parce que c'est convivial, on voit toujours d'autres personnes. J'ai toujours milité pour le bien du quartier, pour les habitants, bénévolement toujours, et ça même dans mon métier, ça m'a même fait progresser dans mon métier où je travaille dans un service public, mais parce que c'est ma vie. Tout simplement, le service public, je ne peux pas le quitter. Et je le fais même dans les quartiers bénévolement, parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est comme ça. C'est le quartier. Vive la Rennerie. Donc, je suis Souda Anan. J'habite à la Rennerie depuis ma naissance. Actuellement, ça va faire bientôt 45 ans que j'habite ici. J'ai toujours habité sur le quartier et voilà. Donc, c'est quoi tes plus beaux souvenirs au sein du quartier ? Mes plus beaux souvenirs, en fait, c'était quand on jouait avec les voisins. On se retrouvait tous, on avait 1 heure pour se retrouver, on faisait du baseball, on faisait des choses. Enfin, c'était dans l'enceinte de l'école.
Galia qui est là, qui est de côté Sati. Mais on se retrouvait tous souvent et on jouait vraiment, tous les jeunes de notre âge, ou même plus grands et plus petits, en fait, on jouait ensemble. Et ça, je crois que c'est le plus qui est resté en tête. Après, même les écoles, tout est bien passé. On avait des bons profs, tout s'est bien. Enfin, l'école était. Il n'y avait pas de soucis, en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment ou bien un événement qui a eu lieu au quartier qui est vraiment mémorable, que tu n'oublieras pas? Pendant des années, il y a eu Racine. Donc, c'était une fête qui se faisait sur le lac. Et ça a duré 3-4 jours. Donc, ils étaient implantés. Il y avait des concerts, il y avait à manger, il y avait des jeux pour les enfants. Enfin, il y avait plusieurs choses sur le quartier. Complètement sur le lac. Chaque année, en fait, ça se renouvelait. Bon, c'était une sortie pour les habitants, pour tout le monde. Et c'était à proximité, donc... Et du coup, actuellement, comment tu vis les changements qu'il y a au sein du quartier? Non, après les changements sur le quartier, ils sont bons. Je dis pas le contraire. Bon, après le bâtiment où j'ai vécu, ils l'ont détruit. C'était le Grand Dandy. Et après, il y a des bons changements. Et des bons changements si ça reste en bien, quoi. Parce que certes, ils ont changé plein de choses. Et là, en construisant de nouveaux bâtiments, plus design, on va dire, plus jolis, etc. Mais il faut qu'aussi les habitants voient qu'on est dans un quartier quand même, qu'il ne faut pas détériorer tous les nouveaux bâtiments qu'ils ont construits. Après, on n'est pas loin, il faut dire, le métro, ça a été créé, je ne sais plus quand, je ne me rappelle plus. Et on a 10 minutes de Capitole, quoi, on va dire. On est vraiment à proximité de tout. On a beaucoup de privés ici, c'est des appartements qui sont achetés. Et puis la plupart, quand on voit les gens, c'est des personnes âgées, c'est même pas des jeunes, quoi. Et quand ils veulent revendre, ça va. J'espère que c'est des jeunes qui reprennent, etc. Mais après, tout sur le quartier de la Reinerie, c'est que HLM. La plupart, c'est HLM. Et c'est des bailleurs, c'est Habitat Toulouse, Patrimoine et les Chalets. C'est les 3 bailleurs qu'il y a. Après, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non, je regrette rien, en fait. Parce que un ancien quartier, en fait, on va dire qu'avant, on ne voyait pas tout le deal et tout. Ça ne se voyait pas, on va dire. Il n'y avait pas des gros écriteaux sur les murs, etc. Donc, je préfère encore l'ancien quartier que maintenant, on va dire. Sans parler de démolir et tout, tu vois. Mais l'ancien quartier était beaucoup mieux et on était plus en sécurité, je pense. Pour ma part, hein. On était plus en sécurité que maintenant. Maintenant, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas du quartier, qui sont sans papier. Parce qu'avant, on se connaissait, il n'y avait pas de soucis, tu pouvais rentrer à n'importe quelle heure, tu n'avais pas peur. Mais là, avec tous les gens qu'il y a de nouveaux, etc., on a plus peur même quand tu prends juste le métro et même les gens, les nouveaux arrivants ou même n'importe qui travaille juste sur le quartier et qui se déplace, ils voient quand même qu'il y a quand même quelque chose qui a changé dans le quartier. Et après, des gens qui sont anciens entièrement, mais moi, voilà, quand ma fille, quand elle parle, je lui dis fais attention à ton téléphone, fais ceci, mets pas des écouteurs, faut que tu entends. Donc voilà, donc après... Mais je préfère l'ancien que maintenant, en fait. Ce matin à Toulouse, en compagnie du maire Dominique Baudis, le Premier ministre a officiellement inauguré la première ligne du métro toulousain, une ligne de 10 km qui permettra de traverser Toulouse en 17 minutes. Reportage Sandrine Meurck et Dominique Tripier. Pari tenu, monsieur le maire. Élu sur sa campagne pour le métro en 83, il l'attendait depuis 10 ans, leur métro à Toulouse. Je partage la joie et le bonheur des Toulousains. Je crois que quand une ville se donne une grande ambition, un grand projet, ça lui donne de la force et de l'énergie. Et puis aujourd'hui, les gens sont heureux, on le voit. Le métro a coûté 3,3 milliards de francs. Pour le ticket, ce sera 7 francs. Je m'appelle Kauta, 35 ans, maman, 3 enfants. J'ai grandi à la Reinerie. Quand je suis née à la Reinerie, on va dire, plutôt. Est-ce que tu peux nous parler un peu des lieux à la Reinerie où tu as vécu vraiment des beaux souvenirs, genre des endroits qui t'ont un petit peu marqué? En fait, il faut que vous sachiez que j'habite plus à la Reinerie depuis 2012, mais je suis toujours à la Reinerie. Vu que c'est l'endroit où j'ai grandi, j'ai mes repères, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai surtout les repères. C'est ça qui fait que j'ai ce truc de toujours revenir d'où je viens. Ouais. Et ensuite, j'ai grandi à Welcome. Bâtiment 16, mais il a été détruit cette année. Il a été détruit, ça m'a fait quelque chose quand même. J'ai gardé des souvenirs. Et j'ai même filmé les moments où, étape par étape,
Ouais, j'ai grandi à Ouiacombe, mais je traînais un peu partout, à Messager, de temps en temps à Dendy, à la place à Bâle, et ensuite vers voir à comprendre. C'est quoi le plus beau souvenir que tu as du quartier genre? Les bons moments où j'ai passé, c'était dans ma jeunesse, quand j'étais un peu plus jeune, avec mes copines. On traînait au quartier, on se posait, on allait voir un peu tout le monde. Après, ce que j'aimais dans ce quartier, on se mélangeait tous. Petits, grands, moyens, filles, garçons. C'est ça qui était bien. Il y avait ce respect. On pouvait sortir le soir, la journée. Moi, je suis maman actuellement, mes 3 enfants ne sortent pas seuls. Tandis qu'à l'époque, maman, je sors, elle savait très bien que je suis achetée là, dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. En fait, je pouvais circuler tout en étant en sécurité. En fait, c'est ça, c'est qu'à la Rainerie, je me sentais en sécurité. Quand je dépassais de la Rainerie, la sécurité, elle n'était pas... On avait un peu peur, quoi. Parce qu'après, parce que tout le monde se connaissait, on savait qui était qui, et on avait aussi ce respect. C'était ça, en fait. Ouais. Et justement, comment tu vis, du coup, la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as Ça m'a fait un déchirement, quand même. Ouais. Ça m'a peiné. Dans le sens où ça m'a attristé. De se dire... Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Mais, je ne vous mens pas, quand je voyais Ouiacombe partir à petit feu, ça m'a fait quelque chose. Ouais, ça m'a... On se rappelle des mauvais comme des bons souvenirs. Tout est mélangé, les émotions, ils sont mélangées. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'était un bon quartier à l'époque. Une bonne mentalité aussi. Exemple, il y avait une fête à droite, pas convié ou pas convié, tu pouvais y aller manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, les gens à l'époque, ils étaient généreux. Ils étaient dans le partage. Ils étaient dans la complicité, dans l'entraide. Je sais pas, ma grand-mère, un jour, elle faisait un couscous, la voisine, elle sonne, allez, viens. Et on mangeait tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il n'y avait pas ce truc de attends à table, je te rappelle après, ou on passera après. Non, allez, viens. Et on était tous comme ça. Des fois, à l'époque, les mamans, ils mettaient un drap par terre au niveau de la pelouse. Ils se posaient, ils prenaient leur café, leur goûter. Nous, on jouait, on passait. Les gens, ils disaient, voilà, moto, vélo, tout ce qui s'ensuit. Ballon, corde à sauter. On jouait même avec nos pieds, pour vous dire. En vrai, j'aimerais trop qu'il y ait cette ambiance chaleureuse qu'on avait avant. Qu'on se retrouve tous, qu'on passe des bons moments, qu'on échange un repas, un goûter, que nos enfants s'amusent avec leurs enfants. En fait, se donner ce côté peps dans le quartier. Je reconnais pas la Rainerie d'avant. C'est mon point de vue à moi. Vous savez ce qui me dérange moi le plus? On est au Mirail. On cherche tout du travail. On aimerait nous travailler dans notre quartier. Pourquoi ils recrutent des gens de l'extérieur pour les mettre? Moi, ça, c'est par contre, j'ai jamais compris. On aimerait, nous aussi, on a des diplômes. J'ai pas compris, moi, j'avais pas de bagage. Je trouve que des fois, c'est donner de la force aux gens. Et ils sont là, ils sont sans emploi. Je sais pas, on va être sécu, ou être accueil, ou... C'est donner vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est... D'accord, je comprends qu'ils veulent faire un peu de mixité dans le quartier, j'entends. Mais il y a des choses qui sont pas correctes. Voilà. Parler avec elle. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Alors, je m'appelle Ahmed Bouznad, je suis du quartier de Rainerie. Voilà. Toi, comment tu ressens là, les changements qu'il y a dans le quartier? Ça a beaucoup changé. Qu'ils ont détruit quelques immeubles. Ça fait beaucoup de changements. Comment tu le vis ça? Est-ce que tu trouves que c'est positif Pour moi, c'est pas très positif, quoi. Ouais. S'ils le laissaient, ça ferait peut-être que les anciens resteraient, quoi. Ouais. Puis voilà, quoi. Ouais, parce que selon toi, du coup, ça pousse les gens à partir, oui. Certains, il y en a Oui, ça pousse à partir, après ils ne reviennent pas, voilà, quoi. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Est-ce que tu penses que... Je vois que c'est plus les mêmes. Ce n'est plus du tout les mêmes. Voilà. Bonjour, je me présente Kéra, ex-habitante de Rainerie, ça fait 27 ans, je suis restée à la Rainerie.
Je ne suis plus à la RNI parce qu'ils nous ont fait partir de la RNI, obligatoirement. Bon, après, moi, je suis restée très très longtemps parce qu'on m'a proposé des appartements, j'ai pas accepté parce que je voulais pas partir. Après, j'étais la dernière locataire dans le bâtiment, j'habitais André Messager. Du coup, je suis restée la dernière. Jusqu'à qu'ils me proposent quelque chose de positif. C'est quoi la mentalité de la RNI? C'est famille, on se connaît tous. Il y a du respect, il y a beaucoup de choses, même les jeunes. Il y a du respect, surtout quand on connaît, c'est la maman à lui, à mon copain. On se sent chez nous. Donc ici, ce qui te plaisait, c'était justement... L'ambiance, j'ai toujours quelque chose en sortie. Il y avait les activités, l'animation, t'allais chercher le père. La RNI, c'est chez nous. Pour tout le monde. Après, c'est pas que pour moi. Hein. Les gens, peut-être, ils passent comme moi. Hein. Et est-ce que justement, tu as encore des voisins ou des amis qui sont ici? Oui, il y en a, ouais. Oui, j'ai des amis, ouais. Et ils sont restés ici, ils sont logés ici. Après, ils regrettent, hein. Ils regrettent même les appartements. C'est pas la même chose, les appartements. L'isolation, tout ça. Il y en a qui cherchent à partir. Il y en a, ça dépend, parce que quand tu trouves des nouveaux voisins, c'est pas la même chose. Hein. C'est ma voisine, elle m'a dit, ils m'ont mis ici au Mirail, mais elle m'a dit, c'est pas pareil, les voisins. Ah oui. Pourtant, on est au Mirail, c'est pas la même chose. Parce que nous, on était un messager, on se connaît tous, on avait tous du respect. Entre nous, il n'y avait pas de soucis. Mais là, c'est dommage. Et qu'est-ce que tu voudrais dire justement aux habitants ou aux femmes du quartier qui sont toujours là? Qu'ils restent à la RNI. Voilà. Ne bougez pas de la RNI. Parce que vous allez le regretter. Oui, ils vont le regretter vraiment. Après, nous, on n'a pas eu le choix. Hein. On n'a pas eu le choix. C'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et du coup, voilà, moi, je suis parti à Tournefeuille. Et tu peux m'expliquer justement comment tu as vécu le changement du quartier? Ils ont tout démoli. Vu et tout, on ne peut même plus passer. Ils ont enlevé les boulangeries, ils ont tout enlevé. Les pauvres, les gens qui habitent là ou les personnes âgées, comment ils vont chercher leur pain? Il restait que la pharmacie. Ils ont laissé que la pharmacie. Et c'est pas encore détruit. Je sais pas pourquoi ils ont tout fermé. Démolition, oui. Mais pourquoi ils ont fermé, je comprends pas. Parce que commerçants, ils auraient pu attendre un peu. Parce que ça n'a pas été détruit. Là-bas, tu peux aller chercher tes légumes, le pain. Tu as besoin de quelque chose, tu vas vite fait. Après, pour le ramadan, c'est pareil. On a le ramadan, c'est la même chose. C'est bien. Nous, là, au Tournefeuille, il n'y a pas de ramadan. Rien, tu t'ennuies. C'est pas l'ambiance. Hein. Après, on s'adaptait. Je me suis adapté, ça y est. Ça fait 3 ans que j'habite maintenant. On est obligé de s'adapter. Voilà. C'est ça le quartier. Et qu'est-ce que tu espères du coup, si tu pouvais dire quelque chose au quartier, pas aux habitants mais au quartier, qu'est-ce que tu espères? Espérer quoi? La RNI. La RNI, elle est morte. Elle est morte, la RNI. C'est pas la RNI qui était avant. Hein. Parce qu'ils vont mettre là, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Casser le bâtiment, ils vont mettre quoi? Des étages, apparemment, tu crois que les gens vont venir ou quoi? Ils ont peur, hein? Ils vont mettre quoi? Les étudiants, ils vont pas rester, hein? Non, ils resteront pas. Qui va venir à la RNI? Les gens, ils ont peur, hein? Ils disent, vu ce qui se passe maintenant à la RNI, c'est pas la RNI qui était avant, hein? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de... Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de choses. Tu peux pas rentrer comme ça, hein? Les gens, quand ils te connaissent pas, mais oui. Voilà, c'est tout. Hein. La RNI, elle est morte pour moi. Hein. Oui. Voilà. C'est ça. Vive la RNI. Je m'appelle Naïma Ayash. J'ai 6 enfants. Des petits-enfants. Je ne vis pas dans le quartier, mais mon frère s'est installé ici à 91. À 91, je venais moi et mes enfants. Ensuite, j'ai habité à Midifac. Par contre, oui, pendant 6 mois. C'était à côté de l'université. Et oui, j'avais mes 2 grands, qui avaient 3 ans et 2 ans. Est-ce que du coup, vous avez un endroit favori ici, particulier, qui vous rappelle des souvenirs? Pas juste un endroit, des lieux, parce que voilà, il n'y a pas que mon frère qui habite, il y a mon frère, mes 3 sœurs, ma mère et tout. Alors ça fait que c'est bien parce qu'ils sont un peu spatchés dans le quartier, ils ne sont pas dans le même immeuble ni quoi que ce soit. Alors ça fait que c'était bien parce qu'on partait de l'un à l'autre et pendant toute la journée, hein, on s'amusait rien qu'à faire ça, à boire le café chez l'un, aller chez l'autre.
Mais c'est surtout mes enfants qui ont des souvenirs agréables. Ils ont grandi avec leurs cousins et leurs cousines ici. Franchement, c'est pour eux qu'on en parle, c'est agréable. Que maintenant, ils l'ont plus, tout ça. Maintenant, au contraire, tout le monde s'est renfermé chez soi. Qu'avant, non. Avant, on pouvait rester dehors, on pouvait prendre un café et tout le monde venait vers nous et on pouvait partager ce qu'on avait. Hein. C'était pas obligé d'avoir un café, mais au moins de partager un discours, ou pas partager une histoire, ou bien voilà, de les rencontrer. Et ça, par contre, c'est quelque chose de magnifique. Et dans un quartier, c'est bien parce que la convivialité, pendant les jours de fête, c'est immense, c'est beau, parce qu'ils sont tous là, même qu'ils ne se connaissent pas, ils se disent bonjour. Pendant le jour du Ramadan, c'est pareil, on se croirait vraiment pas du tout ici, mais on est ici quand même. Mais c'est agréable, quoi. C'est agréable de voir autant de monde et autant de comment vous dire ça, des gens qui se connaissent pas, mais qui se font des liens après, qui restent ensemble. Et après, de bouche à oreille, et l'un appelle l'autre, et c'est ça qui est agréable. Que malheureusement, que maintenant, actuellement, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, du coup, le quartier, avec ce changement, comment vous le voyez? Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Parce que Aurillac-Combe, ils l'ont démoli. Il n'y en a pas. Si on doit se voir, c'est vraiment une ou deux copines par-ci, par-là. C'est pas comme avant, on pouvait se rencontrer au marché et se parler, même si la personne, je la connais pas. Que maintenant, non. Maintenant, tout le monde est réservé, tout le monde regarde l'autre de haut. C'est ça qui est dérangeant. Qu'il n'y a pas ce lien, tout est froid. C'est pas comme c'était avant. Avant, on entendait des enfants qui riaient, qui s'amusaient, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Hein. Mais on allait ici au parc, on les amenait, on prenait du thé, des gâteaux, même des fois, un petit poste, avant c'était des petits postes à cassette, on mettait de la musique, les petits dansaient, on chantait, il y avait la tabouka. Voilà, et après les gens, dès qu'ils entendaient, ils venaient, on se réunissait, quoi. Et ça qui est bien, c'est que on pouvait, tant que femmes voilées, se mettre ensemble, mais ce qui est bien, c'est que les hommes respectent les femmes. Ouais, les hommes respectaient les femmes. On va bien dire respecter. Parce que là, il y a de moins en moins. Vous le sentez dans ce quartier? Oui. Comment ça s'est installé du coup? C'est installé au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de familles qui sont parties. Après, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, mais c'est surtout qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de pudeur de se dire attention comment on parle. Il y a une femme qui passe à côté d'un homme, l'homme est là, il craint d'insulter, que nous, ça nous dérange. Et d'un seul coup, on entend une bagarre, on entend des discours vraiment, des gros mots en sorte de... Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Avant, c'était pas ça. Avant, au contraire, quand il voit une mémé et tout, bien même une femme de mon âge, il lui dit « Tata, est-ce que tu veux que je t'aide à porter? Est-ce que tu veux que je t'aide à monter les escaliers ?» Vous voyez, c'est vraiment la convivialité, l'ensemble, le respect, le savoir-vivre. Que maintenant, non. Maintenant, on a peur. Non, je veux pas que tu me portes. Non, c'est bon. Je peux le faire tout seul. Et c'est ça qui fait peur. Vous avez parlé de votre famille. Est-ce qu'ils sont toujours restés là, eux? Mes frères, mes sœurs, oui. Mais leurs enfants, non. C'est que les enfants, quand ils étaient petits, oui, ils étaient là, ils ont grandi là. Mais au fur et à mesure qu'ils ont vu cette vie, comment un craint de se transformer, ils sont partis. C'est dommage, quoi. Parce que voilà, comme je vous dis, on monte dans la coursive, il y a des insultes, on reste même dans le marché. Moi, je me dépêche de faire mon petit marché et de rentrer chez moi parce que voilà, je ne veux pas entendre ce qu'ils disent. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux nouveaux habitants et aux femmes, par exemple? De leur dire de faire attention à leurs enfants. La communication. Ah, il faut communiquer. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. On voit son enfant triste, il faut le communiquer avec lui ou avec elle. On voit ses enfants qui sont joyeux et tout, il faut communiquer aussi. Pour lui dire, vas-y, partage-moi ta joie. Et c'est agréable, au contraire. C'est bien parce que on rigole ensemble, on fait des jeux ensemble, on joue des sociétés ensemble, on joue au foot ensemble.
Mais voilà, on fait du vélo. Tant petit, on faisait énormément de vélo ensemble. Vous voyez, c'est vivant. Avant, c'était vraiment vivant. Là, il y a du monde, mais c'est pas vivant. Il y a des gens qui marchent, mais on dirait, genre, excusez-moi du terme, mais du zombie. Parce qu'il y a personne, l'un ne parle plus avec l'autre. Voilà, plutôt, on se croise, mais sans dire bonjour, sans dire quoi que ce soit. On demande, c'est combien le prix, mais avant, non. Bonjour, vous allez bien et tout. Vous voyez, il y a une conversation, vous allez bien et tout. Oui, et vous. Voilà, et après, on demande. Puis que maintenant, non, c'est direct. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est combien? Et ça, par contre, ça manque énormément. Qu'est-ce que vous espérez du coup pour ce quartier, pour ici la Reinerie? Mais j'espère que ça revient comme c'était. Que les jeunes respectent les plus grands. Et les plus grands respectent aussi les jeunes. J'espère que ce quartier, il ne deviendra pas comme c'était avant, mais au moins un peu. Au moins de dire, oui, on peut le faire, on peut arriver. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très beau. Ouais. Et je le souhaite, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, et pour des mamans, ça leur a chaboulé toute leur vie. Parce qu'ils ont vécu quand même, moi, ma maman, elle a vécu plus de 30 ans dans son appartement, et ça l'a chaboulé. D'un seul coup, déjà nous, on était tous partis, et après, son cocon a été détruit, et il fallait qu'elle se reconstruise. À l'âge de 80 ans, on ne peut pas se reconstruire. Voilà. Mais j'espère qu'il n'y aura que du meilleur. Ouais. C'est ça que je souhaite. Je souhaite pour tout le monde. Et voilà. C'est ça. Vive la Reinerie. Je m'appelle Bétar Abdelkader. Bétar avec 2 T. La Reinerie, je la connaissais avant. Parce que je venais, je partais au pays. J'étais libre de venir. Je l'ai reconnu dans les années 2001, avant 2001. C'était un grand quartier, c'était un beau quartier. On trouvait de tout. Alors le samedi et dimanche, les gens qui sont déperpillés, ils vivaient en dehors de Toulouse, ils se rencontraient. Il y avait 4 ou 5 cafés, ils se rencontraient, et puis ils parlaient pour savoir ce qui, par exemple, ils ont des papiers, ils n'ont pas de papiers, ceux qui sont mariés, ceux qui ont divorcé. Ils parlaient des choses familiales, et puis il y a beaucoup d'échos qui parlaient quand il y avait quelque chose qui ne va pas à la Reinerie. Ils se donnaient des échos, ils parlaient de ça. Alors, il y avait même des gens qui sont avec leur famille. Des fois, ils ont des problèmes, et des fois, c'est eux qui règlent les problèmes sans aller loin. C'était un très bon quartier. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient sans papier. Bon, ils vendaient de la cigarette, ils vendaient de tout, parce qu'ils n'avaient pas de travail. Ils sont restés malheureux, parce qu'on les a menti au pays, que vous allez partir en France, vous allez trouver même Napoléon vivant. Alors, vous allez trouver des choses qu'il n'y en a pas au pays. C'est le contraire maintenant. Au pays, il y a de tout. Simplement, la nouvelle génération, on les a menti, là, même au pays. Maintenant, c'était un très bon quartier, parce qu'on se connaissait tous. On était mélangés, des fois dans les cafés. Il y avait des Tunisiens à côté de nous, des Marocains. On parlait, c'est comme si c'était une famille. Et en plus de ça, quand on cherchait un individu à Toulouse, on lui dit à la Reinerie. À la Reinerie, ils peuvent le rencontrer. C'était un quartier, comme on dit, familial. « 1960, la France fait face à la crise du logement. La forte croissance démographique de l'après-guerre, l'exode rural et l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord entraînent en effet une véritable pénurie d'appartements. L'expansion économique bat son plein, il faut construire, construire, construire. À Toulouse, comme ailleurs, on se penche sur la question. Le maire socialiste de l'époque, Louis Bazerque, décide alors de créer une ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans un quartier dont le nom deviendra célèbre, le Mirail. Est-ce que cette transformation-là, oui, on sépare les gens en fonction de leur pays d'origine, tu le ressens sur le quartier? Bien sûr, tout le monde, ils sont partis. Bon, j'ai une famille, par exemple, il y avait des fêtes, on était invités pour assister au mariage. Maintenant, il n'y a plus rien. Il
Il n'y a plus rien. Tout est parti. Tout est parti. C'est des beaux bâtiments. Construire des bâtiments comme ça, quelques bâtiments de 4 étages ou 5 étages, on ne les a même pas vus. Ils ont déménagé des gens pour démolir des choses qui sont très intéressantes. Le quartier de la Reinerie, il n'est plus Reinerie maintenant. Avant la Reinerie, c'est un mot ça fait dans la royauté. La Reinerie, c'est une reine qu'elle commandait dans tous les domaines. C'est pour ça, dans la Reinerie, il y a la couronne. Et est-ce que tu penses que ça ne peut pas se retrouver? J'en crois pas. J'en crois pas, parce que si c'est, par exemple, quand il démolit ces habitations, ces bâtiments et tout, il reconstruit là où il y a été la Reinerie. Il y aura peut-être quelque chose que ça change. Ils peuvent se rencontrer. Il faut avoir des cafés, il faut avoir des restaurants. Oui, et voilà, c'est ça, c'est attirant. Après, on se donnait. Quand il y a par exemple un jeune, il est ici sans rien faire, on lui donne de bons conseils. Pourquoi tu travailles comme moi? Chaque fois, je leur excite pour qu'il aura un métier ici en France. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire. On les oriente pour qu'ils vont à l'école du soir pour apprendre le français et pour s'instruire. C'était bien, la Reinerie. C'était un quartier qui avait pas mal de choses qu'il n'a pas les autres quartiers. Il y avait tout. Des boulangeries, il y avait 2 boulangeries. Et ceux qui vendaient des légumes, c'était 3 ou 4 qui vendaient des légumes et des fruits. Il y avait les bouchers. Les bouchers. Alors, tout ça, ils sont partis en l'air. Alors, il y a un seul qui a ouvert un café, et en plus de ça, sans terrasse. Et les plus grands fumeurs, c'est les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Alors il faut qu'ils fument dans une terrasse. Ils n'ont pas le droit maintenant d'avoir une terrasse. Alors un café à l'intérieur, quand il veut fumer, il faut qu'il sorte dehors. C'est pas commode ça. Il y avait tout. C'était vaste, c'était grand. Chacun, ils avaient des bureaux. Alors on faisait tout facilement, oui ou non? Maintenant, ils ont leur donné une cage à trappe. Ça s'appelle une cage à trappe. Une cage à trappe, c'est une cage qu'il y a 2 dans une seule cage. Il y a une ouverture vers le haut, c'est pour attraper des oiseaux. Et l'autre oiseau, il est en bas, c'est lui qui les attire. Quand il pénètre là, ça se ferme sur lui, la cage. On l'appelle la cage à trappe. Et voilà. Vive la Reinerie. Alors moi c'est Jamila Bessoltan, alias James. On m'appelle comme ça depuis que je suis jeune. Quand t'es arrivée sur le quartier, c'était quand? Alors moi j'ai connu le quartier dans les années 85, 86, parce que j'avais de la famille à moi ici. Ensuite j'ai connu mon mari en 89. Et du coup, depuis 89, j'ai vécu dans le quartier de la Reinerie. J'ai habité en 94 à Jean-Gilles. 3 ans après, j'ai atterri à Auréacombe et je suis restée 25 ans. Et après, en 2015, j'ai atterri à Van Gogh où j'avais acheté un appartement et je suis revenue à Jean-Gilles. C'est quoi ta plus belle rencontre sur le quartier? Un truc qui t'a marqué? Un truc qui m'a marqué, c'est l'époque où il y avait Racine. Voilà, on avait une fête en plein lac. C'est-à-dire que tu avais le concert en plein milieu du lac, tu avais des stands, des bars, des restos, enfin on avait de tout. Ça a été le plus beau souvenir. Ça a touché énormément de monde. Racine, ça a été la meilleure époque. Comment c'était le quartier dans la dynamique? Alors à l'époque, moi je me rappelle, franchement il y avait beaucoup de culture. C'est-à-dire qu'on était vachement mélangés. Alors on avait des Français, des Chinois, des Cambodgiens, des Blacks, on avait de tout, toute race. Et franchement, tout le monde s'entendait avec tout le monde. C'est-à-dire que tu laissais ta porte ouverte. Jamais on te volait. Il n'y avait pas de... Les gens, c'était très respectueux entre eux. Il y avait de l'entraide. Chacun amenait un repas. Parfois, on se faisait des repas. On s'asseyait en bas, on faisait du thé.
C'était vraiment... Mais maintenant, quand tu vois la Reinerie comme elle est devenue, tu le retrouveras plus, ça. Tu le retrouveras jamais. Ça s'est arrêté dans les années 2000, ça y est, ça a été... Et pourquoi, à ton avis? Déjà, ils ont commencé à détruire les bâtiments et l'économie. Quand on habite en général dans un quartier populaire, c'est que financièrement, on n'a pas les moyens d'aller habiter dans du luxe. Moi, personnellement, tu me dis, va habiter à la Roseraie, je vais te dire, forcément, je ne vais pas y aller, j'ai pas les moyens. Donc, pour moi, habiter dans un HLM quartier populaire, c'était rentable pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, en 2025, je ne peux pas me permettre d'aller habiter dans un logement ailleurs parce que c'est trop cher. Et on avait tous les magasins à proximité. Là, on n'a plus rien. On n'a même pas pour acheter une baguette. Donc, on est obligé d'aller où? Au marché Clando. Certes, ça ne nous enchante pas de les voir en bas. Pas croire, hein. On n'est pas content parce que nous, on se lève le matin et on voit le bordel. Mais on n'a pas le choix de venir acheter chez eux, puisqu'on n'a aucune boutique. On n'a rien. Tu veux faire quoi? Moi, je le dis. Tous les quartiers populaires sont quand même des salles d'abandon. Parce que les maires, entre guillemets, ils te disent oui, on va réhabiliter, oui, on va ranger, oui, ceci, oui, cela. Ça, c'est que du baratin. Ça, c'est juste pour qu'on vote pour eux. Point. La politique restera la politique. Et rien ne changera. On aura beau dire ce qu'on veut, ça restera toujours pareil. Ça fait des décennies qu'on doit ranger le quartier. C'est facile de nous mettre des arbres, des bâtiments nouveaux. Mais va toucher les bâtiments. C'est que du carton. Tu tapes, c'est du carton. Les nouveaux qu'ils ont construits. Ah oui. Tu ne trouveras pas les logements qu'on avait de l'époque. Le logement actuel où je suis, dans 10 ans, il n'y est plus. C'est fini. On aura des petits appartements minuscules. Et tu seras obligé de payer 800 balles pour vivre avec ça. Tu vois, la politique, ils sont très très malins. Ils pensent que les gens sont naïfs. Mais un jour, si le peuple se lève, ça fait peur. Hein. Tout ça, c'est politique. « 1994. Toulouse, le quartier du Mirail, 10 000 logements. Une opération urbaine pharaonique comme les années 60 en ont produite. 30 ans plus tard, l'architecte Georges Candilis, un ancien associé de Le Corbusier, a accepté, pour sagacité, de subir une épreuve pas vraiment facile. Retourner sur les lieux de son œuvre. C'est monsieur Candilis qui vient visiter son œuvre? Ouais. Eh bien, monsieur, je ne vous félicite pas. Ah. Je sais bien. Oui, non, mais vous avez vu ce qui est devenu le Mirail? C'est ça que je vois. Oui, mais c'est triste. Pour les gens qui se sont fait gruger, qui ont acheté un appartement sur place et qui retrouvent des immeubles invendables à l'heure actuelle. Ça, et qui payent une taxe d'habitation et une taxe foncière comme si c'était un quartier résidentiel. Ça fait plus de 20 ans que j'y habite. Et pourquoi vous habitez là? Parce que je me suis fait avoir, monsieur. Bon. Mais du coup, ce que toi t'aimerais pour le futur du quartier, c'est avoir plus d'espace pour les habitants? Ah oui, plus d'espace, que la future génération qui va arriver, c'est-à-dire nos enfants, qui se retrouvent pas à payer des loyers énormes, qu'ils aient quand même à proximité des salles, des endroits où jouer, des centres aérés. On a un seul centre, et le problème c'est qu'il est plein. Ils peuvent pas prendre autant d'enfants. Déjà, ils sont complets. Donc, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils errent dans les rues. Donc, faut pas croire que tous les jeunes profitent des activités qui se passent dans le quartier. C'est faux. Parce qu'en termes de nombre, c'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas assez d'animateurs déjà. Et t'as pas assez d'accueil. Il n'y a pas de salle. Donc, à un moment donné, il y a un réel problème. Mais moi, je pense que c'est économique. Hein. Parce que quand tu vois même les associations, pratiquement, il n'y a plus d'assauts. Dans les quartiers, il n'y a pratiquement plus d'associations. Et je vais t'en citer 2 ou 3. Alors, tu vas parler avec elles, par exemple. Ou carrément la mairie, la préfecture va nous les renvoyer. Allez-y, eux, ils vont vous aider. Sauf que c'est bien facile. On aide les gens. Mais le financement, vous ne me le donnez pas. Il est où le financement? Au bout d'un moment, on ne peut pas. Moi, par exemple, tu vas parler avec elles. Je travaille depuis 15 ans avec eux. Je suis une bénévole, je ne suis pas payée. Et je ne demande pas à être payée. Mais le minimum, donner au moins des fonds pour cette association. Puisque vous voulez qu'elle aide les gens, donnez-leur des fonds. Nous, si on n'est plus là, le quartier s'effondre. Moi, je vous le dis franco. Et c'est la vérité. Et je l'ai toujours dit. Et je l'ai même dit au maire de Toulouse. On veut bien être bénévole, mais à un moment donné, on ne pourra plus. Ils ne veulent pas donner pour les quartiers populaires. En fait, ce qu'ils veulent, en gros, je vais te dire en gros,
Pourquoi ils sont en train de ranger tout ça? Ils sont en train de tout refaire. Leur but, c'est de dégager tout le monde. Le quartier Reinerie, dans 20 ans, ça sera les quartiers bourgeois. C'est-à-dire que si tu as les moyens, tu achètes ton appart, tu pas les moyens, ils vont t'envoyer à Saint-Jory, à Fenouillet. Déjà, ils l'ont déjà fait. Parce que Bagatelle, ils ont tous viré là-bas. En fait, ils déplacent le problème dans un autre quartier. Et les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? On te dit, on détruit. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de partir. Et bon, donc on leur fait des propositions. Là. Ah mais pas. Eh bien, on vous envoie là. Donc quand tu veux revenir dans le quartier, c'est fini. Une fois que tu es parti du quartier, impossible de rentrer. Et ça, c'est beaucoup de gens. Hein. La ville de Toulouse se laisse 5 ans pour changer le visage du quartier de la Reinerie. Architectes et paysagistes ont été choisis pour renouveler le quartier dans le cadre du grand projet de ville. Piétonisation de la rue de Kiev et désenclavement global des immeubles et tripodes, quelques-uns des grands axes de cette restructuration. C'est bien parce que bon, il y a du modernisme, il y a de l'évolution et faire tomber ces barres, c'est pas mal aussi. Les gens sont inquiets aussi par rapport aux centres commerciaux. Donc ils se posent la question, que va devenir le centre commercial de la Reinerie? Après, c'est devenu un bordel. La Reinerie, c'est plus le quartier. Moi, le quartier que j'ai connu, c'était pas ça. La Reinerie, c'était familial, c'était convivial, il y avait l'entraide. T'avais pas où dormir, t'allais dormir chez le voisin. T'avais pas de l'argent, le voisin te prêtait l'argent. Même si tu pouvais pas lui rendre dans un an, il venait pas t'harceler. Mais ça, maintenant, tu peux plus le faire. Parce que les gens n'ont plus les moyens. Ils ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins. Comment tu veux qu'ils aident les autres? Mon rêve, c'est de retrouver la Reinerie que j'ai connue, moi, il y a 30 ans en arrière. Les interphones ne fonctionnent pas, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Donc, t'as une couille, t'es dans la merde. Tu dois monter les escaliers. Alors, si t'as de l'âge, c'est même pas la peine. C'est une catastrophe. Quand tu appelles les instances, ils mettent des heures et des heures pour venir. C'est du n'importe quoi. La Reinerie, c'est foutu. Ils vont tout faire pour nous liquider. Ça, c'est garanti sur facture. Pourquoi avant, on s'entraidait, qu'il y avait toute race confondue? Et comment ça se fait que là, on l'a plus? Il faut m'expliquer, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Et c'était des vieux en plus. Moi, ma voisine, c'était une Espagnole. Mon voisin du dessus, c'était un Italien. En bas de chez moi, c'était un Portugais. Et on s'entendait à merveille. Alors l'autre, il te faisait la sardine, il me faisait monter sa sardine. Je faisais le couscous, je le donnais à l'Italien. L'Italien me faisait des pâtes. On avait une putain d'entraide de dingue. Mais on l'a plus, ça. Parce qu'ils sont plus là. Ils nous laissent entre nous. Et après, il se plaît, il te dit, ouais, les quartiers populaires, oui, c'est dangereux, oui. Et oh, ils ont cru qu'on était aux favelas. Tellement t'as des gens, ils veulent pas venir. Ils ont peur de rentrer dans le quartier. La Reinerie n'a jamais été mauvaise. C'est pas des apaches. On n'est pas aux favelas. Hein. Tu rentres quand tu veux à la Reinerie. Hein. Personne te dit ne rentre pas. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les gens? On a une mauvaise réputation. Et ça, il faut que ça change. Et tant qu'il y aura des gens comme moi qui ont des grandes gueules, ben on ouvrira notre gueule. C'est comme ça. Il y en a, mais très peu. Parce que je te dis, au jour d'aujourd'hui, les gens quand même ont peur des représailles. Et quand je dis représailles, c'est pas par... c'est politique. Hein. Ah non, moi je te dis, il y a un système qui va plus là. Voilà. Vive la Reinerie. Je m'appelle Abdelkader. J'ai 54 ans et ça fait 53 ans que j'habite ici. Parce qu'avant j'habitais à la briqueterie, du côté de Saint-Michel. Puis quand ils ont commencé à construire la Reinerie, on a aménagé ici. Avec mes parents, mes frères et sœurs. Voilà. Bon, après moi je suis arrivé, j'étais bébé. Et dans quel bâtiment? Ben, là maintenant il a été rasé, c'était le Grand Varèse. On appelle ça, il y a le Petit Varèse qui est encore, qui tient debout, qui est toujours là. Et après il y avait 2 grands Varèses. Un qui faisait 12 étages et l'autre collé à côté qui faisait 15 étages. Il y avait de tout. Ouais. Moi quand on a commencé à habiter, il y avait 2 familles marocaines. Il y avait nous, famille algérienne, 2 familles black, 2 familles chinoises. Après tout le reste c'était portugais, italien, espagnol. Vraiment c'était convivial. Tu pouvais te balader le soir n'importe quelle heure. Que ce soit des papis, des enfants, mamies. C'était comment à l'époque?
comparé à aujourd'hui, comparé aux gens, les gens étaient avaient plus la main sur le cœur, on va dire, qu'aujourd'hui. Comme à l'époque, comme en Italie, on pouvait se passer de la nourriture avec un petit panier chez la voisine, chez le voisin du dessus, etc. Et puis voilà, les gens se dépannaient beaucoup. Ouais, c'était plus convivial que maintenant, quoi. Au jour d'aujourd'hui, bon, les trafics, il se voit, il est visible, alors qu'avant, même s'il y en avait, ils étaient vraiment très furtifs. Parce que déjà, ils avaient peur de la police, ils avaient peur de la loi. Maintenant, ils se cachent même plus. Et puis à l'époque, il y avait beaucoup de choses, comme le cirque qui venait souvent. Il y avait la fête foraine, souvent des concerts, pas mal d'activités, quoi. Autant sur la place que il y avait certaines activités nautiques. Il y avait des concours de pêche. Ouais, c'était vraiment sympa. Franchement, c'était génial. C'est deux spectacles à ne pas manquer. Au programme de son spectacle, vous pourrez applaudir les jongleurs, les équilibristes, les trapézistes, sous un chapiteau chauffé et confortable. Le cirque, souvent à Jean-Gilles, le grand, parce que c'était un grand terrain de foot en fait. Mais le cirque, voilà, posé, comme il y avait pas mal d'herbe, la plupart des animaux, ils étaient accrochés, enfin, ils étaient sur le terrain, quoi, derrière Jean-Gilles. Bon, il y avait la dalle, ce qui était bien aussi, parce que moins les enfants, s'ils voulaient aller, avec les parents bien sûr, s'ils étaient petits, ils pouvaient faire du vélo sur la dalle, et tu pouvais aller jusqu'à Bellefontaine comme ça. Alors explique ce que c'est la dalle. La dalle, c'est une espèce de, comment on peut dire, coursive, une sorte de coursive, qui partait de Jean-Gilles, qui rejoignait Bellefontaine. Sans toucher le sol, tu pouvais aller jusqu'à Messager. Si tu connaissais des potes, tu vois, moi je connaissais des copains qui habitaient à Messager, de Varèse, rien qu'avec les coursives, t'allais, voilà. Et après, si tu voulais aller à Dendy, c'est pareil. Tu traversais la route, tu montais, tu faisais tout le trajet, t'allais jusqu'à Auriacum. T'allais d'un bâtiment à un autre, tranquille, quoi. Arrêt, arrêt du chantier de la honte. On est là, on est là. Même si les chalets veulent pas, nous on est là. On n'était pas dans une relation de force avec les bailleurs. Nous, on a toujours travaillé en partenariat. C'était un bailleur social. On n'était pas dans cette relation-là. Donc, on a été surpris par cette façon de procéder. Même si les permis ont été effectivement obtenus dans les règles, on a l'impression qu'ils ont oublié de dire qu'il y avait encore des habitants. Quand le chantier a commencé dans l'immeuble Gluck, où il y a encore une dizaine de familles qui habitent, des enfants, des personnes âgées, certains handicapés, etc. L'objet de la marche aujourd'hui, c'était de demander l'arrêt immédiat du chantier. Comme le bâtiment où il y a la cave, j'aurais jamais cru qu'un jour ils mettraient un bâtiment en plein milieu de la place. Enfin, pas en plein milieu, mais jamais j'aurais pensé que 30 ans plus tard, il y aurait ça, quoi. Et il y avait quoi avant le centre social du coup? Il y avait quoi à cet endroit-là? Il n'y avait rien. C'était de la verdure. Il y avait de l'herbe. Les jeunes de maintenant, tu vois, par exemple, ils cherchent tous l'argent. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Tu les écoutes, l'argent. Alors que nous, à notre époque, on inventait des jeux. Soit on avait une saison où on faisait du skate, une saison où on faisait du tennis. Tu avais un terrain de tennis sur la dalle à l'époque. Tu avais des gros murs et tu pouvais taper la balle sur le mur au tennis. On avait saison de Serbacane. Et on avait saison avec les vélos. Puis après, comme je dis, il y avait les saisons de châtaignes, des marrons. Et même la police, nous, à l'époque, on jouait au foot avec eux. Jean-Gilles, t'avais un poste de police. Varèse, t'avais un poste de police. Messager, t'avais un petit poste de police. Et ils étaient par 3, 4, voilà. Et puis t'avais un autre poste de police en bas de Varèse, en bas de Jean-Gilles, et ainsi de suite. Et avec eux, on allait à Candy faire de la moto. C'est quoi Candy? Candy, c'est un terrain qui se trouve en allant à Portée, derrière Portée. Et il y a un terrain de cross, et puis il y a une route. Et c'est là où s'entraînent souvent les motards de la police. Jusqu'à aujourd'hui, il existe encore. Et après, voilà, pour la journée ou pour l'après-midi, tu peux venir faire du cross. Et eux, ils nous apprenaient d'abord la mobilette.
Et puis après, petit à petit, les cylindres un peu plus gros, de la moto, Et avec eux, on faisait aussi, c'est arrivé où on était parti à la mer avec les CRS. Et on jouait au foot avec eux aussi. Parce que si tu veux, dans la police municipale, tu avais aussi certains qui étaient CRS. Quand il y avait des manifestations, ils n'étaient plus policiers de quartier. Ils devenaient CRS. De toute façon, ils faisaient les deux, en règle générale. Mais ils étaient plus îlotiers, certains, que tout le temps CRS. Ou sinon, ils nous amenaient à la ramée. À la ramée, il y avait le lac. Pareil là-bas, on tapait le ballon, on nageait. Et on jouait au foot contre eux. Et franchement, on s'entendait bien, quoi. Même quand tu avais un jeune qui faisait une bêtise, il allait voir les flics, ils allaient voir les parents, on discutait. Tu vois, il n'y avait pas de répression. C'était plus de la communication. Et moi, ça me tue, quoi. Parce que j'aurais aimé que mes enfants, tu vois, mes filles, j'aurais aimé grandissent dans la même ambiance, dans le même style. Il y avait du respect, il y avait... Quand tu voyais une fille du quartier se faire emmerder, en règle générale, c'est que le mec, il n'était pas du quartier, quoi. On le calmait de suite. C'était direct. Et après, comme j'ai dit, il y avait pas mal d'associations aussi. Et on faisait des sorties. Il y avait les moyens. L'État donnait pas mal aux associations, il faut dire la vérité. Donc moi, grâce à ça, j'ai pu faire des activités que je ne pourrais jamais faire aujourd'hui. Et que je ne pourrais même pas faire à mes enfants, quoi. Parce que c'est cher. C'est devenu très cher même. Et là, avec tous les changements actuellement du quartier, moi, ça me fait mal de voir autant de bâtiments partir comme ça. Parce que je me dis, tu vois, comme là, ils ont construit des bâtiments avec une vingtaine d'appartements, un grand max 30. Alors qu'ils ils ont détruit quand même il y en a au moins 2000, quoi, appartements. À la différence. Après, je veux bien, parce que depuis la ZF, moi, j'ai vu des gens, ils ont des fissures dans les appartes. Tu passes la main. Et même à Sati, au premier étage et au deuxième étage, ils ont mis des tréteaux, enfin des genres de tréteaux, tu sais, pour tenir les balcons. Donc moi, je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Et comme je dis, il faudrait que l'État fasse comme à l'époque. C'est malheureux, mais c'est-à-dire donner un peu plus d'argent à des associations qui puissent les faire sortir, ces gens-là, du quartier. Tu vois ? Parce que nous, c'est ce qui nous a sauvés en quelque sorte. Bon, on avait des parents aussi, attention, il y avait aussi ça. Parce que mes parents, ils étaient quand même, malgré qu'ils venaient du bled, ils étaient éduqués. Et je pense que ça rétablirait certaines choses. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que depuis qu'il n'y a plus rien, que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. Les gens... justement, il n'y a plus rien à leur montrer, ils n'ont pas les moyens d'aller à la plage. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais vu la neige. Donc, c'est même pas 1h30, quoi. Et même à une époque, tu avais des gens, ils n'avaient jamais quitté le quartier. C'est un très beau quartier. Il y a un lac, il y a quand même encore de l'espace vert. Il y a encore quelques activités nautiques, tu vois, pour les écoles et tout. Non, il y a des trucs à créer, en vrai. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire de vraiment bien. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Reinerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chaboulé toute leur vie. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. La Reinerie, c'est une partie de mon histoire et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles, c'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était en
En fait, je voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.